Bonjour Marion Sigaud, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre en ce lundi 15 juin 2026 où l'actualité est chaotique évidemment et il y a un effondrement peut-être de la croyance en la justice. Je voudrais rappeler, avant de vous donner la parole, un fait. Entre 2012 et 2021, près de 385 000 affaires de violences sexuelles et 325 000 affaires de violences conjugales ont été classées sans suite ou terminées en première instance au tribunal correctionnel ou en juridiction pour mineurs. Voilà. Et un autre fléau, voilà, en avril 2024, le journal bien connu Le Monde titrait que les violences sexuelles connaissent 86% de classements sans suite et concernant les affaires de violences sexuelles, voilà, qui sont caractérisées, donc qui sont des viols, cela monte à 94%. C'est immense. Peut-on, dans ces cas-là, continuer à faire confiance à la justice? Il semblerait, lors de l'affaire Liana, que beaucoup de Français ont déclaré leur défiance en ce système judiciaire français et qu'il y a un effondrement de cette confiance qui devrait pourtant exister, puisque la justice, c'est vraiment un des piliers d'une nation. C'est la pilier d'un Je vous pays, laisse la oui. parole, Marion Sigaud, sur ce sujet de la justice, et après, je vous ferai revenir sur un sujet que vous avez mentionné X fois dans X entretiens. Je voudrais quand même aussi faire une petite parenthèse sur Judith Reisman. C'est toujours bon de rappeler les classiques. Bien, c'est la meilleure chose qui soit. Comprendre alors ça n'est pas là, ce ne sont pas les juges, ce sont des juges. J'ai la conviction intime que les juges qui sont absolument pourris ne sont pas la majorité et loin s'en faut, mais qu'ils sont aux endroits clés et que ce sont eux qui bloquent le bon fonctionnement de la justice. En matière de pédocriminalité, puisque c'est le pire des crimes en matière sexuelle, hein, c'est déjà assez abominable d'imaginer qu'un homme ou une femme se fasse violer, mais quand c'est des enfants, c'est pire que tout. En la matière, si aucun dossier n'arrive à sortir véritablement, alors qu'on sait qu'il y en a énormément, énormément, c'est parce que les blocages se font à des endroits clés et c'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Et ça peut donner l'impression que c'est tout le système judiciaire qui est corrompu. Il n'est pas nécessaire que l'intégralité du système judiciaire soit corrompu pour que la justice ne fasse pas son travail. Il suffit que pour certains dossiers, les juges corrompus soient aux bons endroits et qu'ils aient les moyens d'impressionner les autres. J'ai eu l'impression à différentes reprises qu'il suffirait de pas grand-chose pour que la vérité dégringole et que le peuple français soit enfin mis au courant de ce qui se passe. On dit que la France est pédolande, je suis absolument persuadé que c'est le cas. Je suis persuadé que l'horreur qu'on a découverte dans les dossiers Epstein ne sont que l'ouverture vers l'atrocité de ce qui se passe en France. La France a été ciblée, c'est pas que la France est intrinsèquement pédophile, elle a été ciblée par les pédophiles et elle a été, c'est une véritable plaque tournante. La France, c'est pédolande, c'est pédolande. Et les chiffres absolument effarants que vous donnez, je les connais pas dans le détail, mais depuis que j'ai commencé à m'intéresser à cette histoire, c'est-à-dire depuis le début des années 90, j'ai la conviction que ces chiffres sont absolument énormes, énormes et tellement énormes que quand on les dénonce, on se fait traiter de dingue. Il y a énormément de difficultés à faire passer les informations concernant ces dossiers parce que l'atrocité est telle que les gens vous disent, ils se vissent le doigt sur la tête en disant mais ça va pas, soigne-toi, arrête de raconter des trucs comme ça. Et j'ai pédalé comme ça dans le désert pendant un certain nombre d'années parce que les gens ne voulaient pas me croire. Comme je savais que j'avais raison parce que je connaissais le truc, j'ai persisté et c'est comme ça que finalement j'ai fini par chercher et rencontrer Judith Reisman et à deux on est moins seuls, hein. On se sent plus Exactement. fort, on se sent Oui, plus oui. fort. Et donc est-ce qu'on peut faire confiance à la justice en l'état actuel? Non. En l'état actuel, non. Aux juges, à mon avis, il y en a des bons par derrière. Il y en a certainement des bons par derrière et il faudra quelques héros, ça me semble une évidence. Ça me semble une évidence. On ne combat pas le diable avec des bonnes intentions, hein. Et je dis le diable parce que je le pense très fort. Je pense que si on définit le diable comme étant le mal volontaire, organisé et en marche, ça peut être une bonne définition du diable, c'est diabolique.
et on a affaire à des gens qui sont diaboliques aux postes clés dans le système judiciaire et le système de protection sociale en France. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous avez les juges pour couvrir et les services sociaux pour livrer, pour Mmh. fournir. Bien sûr. C'est comme ça que ça se passe et c'est pas nouveau. On Ça va n'est faire absolument, c'est pas nouveau, c'est bien la phrase, clé, de mmh, cet, entretien. On va refaire une parenthèse, justement rappeler rapidement qui est, Judith Reisman. Elle a un rôle clé dans la oui, prise de conscience, progressive de ce fléau, fléau international et français s'il en est. Et mmh, effectivement, avant de remonter à l'actualité de cette pédocriminalité qui sévit dans les milieux, bourgeois ou très fortunés et également des milieux prolétaires, puisque absolument, personne n'a le monopole de la pédocriminalité, absolument, l'une pouvant d'ailleurs être au service de l'autre. Heu, absolument, ça c'est clair, c'est mmh, clair. Ouais, qui ouais. était Judith Reisman? Parce qu'elle vous a beaucoup, beaucoup inspiré, en fait. Elle m'a oui et puis on s'est beaucoup, estimé et adoré mutuellement, enfin adoré non, mais je veux dire, sincèrement et affectueusement aimé. C'est une dame qui avait, elle était née en 35, donc elle avait une quinzaine d'années de plus que moi. Elle est décédée, à présent, qui a découvert l'horreur de la pédocriminalité en découvrant que sa fille aînée, quand elle avait 11 ans, était violée. Et quand elle a voulu, comprendre ce qui s'était passé, elle a découvert, à son corps défendant, elle ne voulait pas croire à des choses pareilles, mais elle a bien été obligée de le comprendre, qu'en fait, il y avait une ambiance dans l'Amérique qui consistait à dire: «Les enfants ont droit à leur sexualité, si les enfants violent des enfants, c'est parce que, dans la sexualité des enfants, il y a une sexualité violente également». Elle a dit: «La sexualité des enfants, c'est quoi?» Donc elle a enquêté, c'est elle qui a découvert Kinsey. Kinsey, c'est le père de la révolution sexuelle, c'est un grand, grand pervers qui, avec le financement de l'Institut Rockefeller et la haute protection de la CIA, a organisé ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, c'est-à-dire le renversement total des valeurs qui est passé par la sexualisation des enfants. Pour pouvoir sexualiser les enfants, le Kinsey a fait violer des enfants par des pédocriminels. Alors, à petite échelle pour commencer, puis après ça a commencé par quelques dizaines, c'est arrivé à 200, et puis après on est passé à plusieurs milliers, hein. Ça a été vraiment une histoire absolument atroce, qui a consisté à présenter à faire violer, manipuler, violer, violenter de façon atroce par des pédocriminels, des enfants dont toutes les tentatives de fuite et tous les symptômes, de terreur, d'horreur et de maladie, d'épilepsie ou choses comme ça, étaient considérés comme orgastiques. C'est-à-dire que vous avez un grand crime organisé, financé, protégé, qui est présenté au monde comme une grande avancée scientifique et une grande avancée scientifique qui sert aujourd'hui partout dans le monde à justifier le sexe à l'école. Si à l'heure actuelle, on a des intervenants qui viennent parler de sexe à l'école, c'est à cause de cette affaire Kinsey. Donc Kinsey, c'était un petit bonhomme, hein, il avait absolument aucune envergure, c'était un type absolument odieux, sado-maso, enfin tout ce qu'il fallait, un type absolument atroce. Bon, je ne veux pas m'étendre sur Kinsey, il faut lire Judith Reisman pour ça. Et puis il y a beaucoup de choses qui ont été révélées sur lui. Le problème de Kinsey, c'est pas Kinsey, c'est les gens qui l'ont fait passer pour quelqu'un de sérieux. De toute Mmh. façon, Kinsey est mort maintenant depuis 1954, je crois, donc c'est plus lui à qui on a affaire. Mais tous les gens à l'heure actuelle qui se réfèrent à la nécessité de faire de l'éducation sexuelle à l'école se réfèrent à Kinsey, qui était vraiment un grand criminel, ultra, 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 ultra protégé, qui est mort de ses excès, c'est-à-dire qu'à force de se maltraiter les parties génitales, il a fini par les perdre. Voilà, il se tirait dessus, oh c'est absolument abominable et abominable. Il était sadique et masochiste, il était ce qu'on appelle un sadomaso. Il Alors s'introduisait des objets, oui, il s'introduisait des objets dans l'urètre, mais c'est pas le pire. Le pire, c'est qu'il s'enroulait une corde autour de ce que vous avez compris, mmh, il mettait la corde sur une poulie, il montait sur une chaise et il sautait. d'accord. C'est-à-dire qu'il s'est arraché les testicules. Alors, pas complètement arraché, mais je veux dire, à force de se maltraiter, il a fini par attraper une maladie épouvantable et puis il en est mort. Alors, on a raconté qu'il était mort d'une pneumonie. Je pense pas qu'il avait un poumon à cet endroit-là.
D'après ce que j'ai cru comprendre, C'est de c'est l'humour pas là que ça flippant. se passe. Je suis pas très forte en anatomie, mais il me Mmh. semble avoir compris que c'était pas ça. Et il a été alors il a eu pour lui, l'intégralité de la presse, nationale américaine, enfin Mmh mh. la presse américaine et puis Mmh ensuite, mh. c'est tout ça, c'est la presse était tenue, c'est par les travaux de Judith Reisman qu'on connaît ça. La presse était tenue largement par l'Institut Rockefeller. L'Institut Rockefeller a eu des choses à se faire pardonner à l'issue d'une exaction criminelle qui a eu lieu à l'occasion une grève de mineurs dans une des mines qui appartenaient au Rockefeller. Une grève de mineurs s'est terminée par un auto-da-fé, je veux dire, ils ont envoyé la garde nationale avec des lance-flammes, ça a été un truc absolument atroce. Et Rockefeller s'est rendu compte que on est venu le conseiller en lui disant ne restez pas avec cette réputation absolument abominable, il faut réparer. Et c'est là que le Rockefeller a découvert la nécessité des relations publiques. Alors au début, la relation publique pour influencer la presse, puis après il dit: «Attendez, la presse, moi j'ai les moyens, je l'achète». Il a tout acheté. Alors on commence par acheter des petits journaux, après on achète les gros, puis après on achète tout, la radio, la télé. Et à l'heure actuelle, l'unanimité de la presse partout où on comprend que c'est les mêmes titres et les mêmes trucs, ça tient à ça. La presse a été achetée par des gens qui sont à l'origine du nouvel ordre mondial. Et les pédophiles sont au milieu, hein. Il n'y a pas les pédophiles d'un côté, le nouvel ordre mondial de l'autre. C'est une seule et même, un seul et même marigot. Donc la presse appartient à ces gens-là. Donc c'est pas la peine d'espérer que la presse fera son travail et donnera de l'information là où elle est là pour mentir et pour cacher. Voilà. Donc, à l'heure actuelle, quand on parle éducation sexuelle à l'école, tout le monde vous dit il y a nécessité de quelle nécessité? La nécessité inventée par un grand maniaque sexuel, un grand pervers, qui a été financé par l'Institut Rockefeller. Pourquoi l'Institut Rockefeller a-t-il financé Kinsey? C'est parce que le but était de. Alors, il y a un but premier et ultime qu'il faut comprendre, de réduire la population mondiale. C'est une entreprise eugéniste qui dit qu'on est trop nombreux sur Terre et qu'il faut éliminer le surplus. Et le surplus, c'est, excusez du peu, largement 90% de la population. Donc, la révolution sexuelle est au cœur de cette entreprise, mais pas que. Par exemple, la révolution sexuelle intervient dans ces avortements qu'on constitutionnalise maintenant. On a constitutionnalisé l'avortement comme si c'était bien d'avorter, c'est hallucinant. Une vie naissante, en quoi peut-on considérer que c'est bien et que c'est constitutionnel et que c'est souhaitable de la supprimer? Donc, il est bien évident qu'il y a toute l'idéologie de cette révolution sexuelle derrière. Ça veut dire on fait l'amour pour se faire plaisir, et puis la grossesse, ben, c'est un emmerdement, il faut qu'on s'en débarrasse. Mais quand on parle d'euthanasie, c'est plus la révolution sexuelle. Or, c'est les mêmes qui veulent supprimer la vie à l'entrée et supprimer la vie à la sortie. Et ce nouvel ordre mondial, qui a été, on sait où il s'est constitué, il y a eu Londres, ensuite ils sont partis aux États-Unis, il y a eu une grande internationale de ces saloperies-là. Mmh. Leur but, c'est de supprimer la majeure partie de la population mondiale et d'esclavagiser les survivants. C'est-à-dire que les heureux élus qui profiteront du truc sont pas nombreux du tout, du tout, du tout. Imaginons qu'il reste 300 millions d'humains, ça fait encore du monde, hein. Sauf Mmh. qu'on est alors, je sais que tous les chiffres qu'on annonce pour la population mondiale sont faussés. On annonce 8 milliards, je crois que ce chiffre est faux. Oui. Le chiffre est faux. Le chiffre est Ah oui. inventé depuis les années 70, c'est-à-dire que depuis que le plan du nouvel ordre mondial a été annoncé publiquement, en 1969, et depuis cette date-là, on peut dire que tout ce qui concerne le chiffre de la population, c'est de la propagande. C'est de la propagande. On Vous n'a pas pensez que une c'est à revoir à la baisse? Ah bah complètement, mais dramatiquement à la baisse, dramatiquement à la Mmh baisse. mh. Alors, Mmh. l'histoire du climat, c'est pareil, c'est pour sauver la population, sauver la Mmh. planète, sauver, sauver, sauver. Tous les arguments sont bons pour réduire la population. Ces gens-là veulent, heu dominer un monde qui sera très, très, très peu peuplé, et le restant de population qui restera, qui ne sera pas les heureux élus, sera, réduit à l'esclavage, enfin, il faut lire Le Meilleur des mondes, hein, c'est Oui. Mmh. voilà. C'est ce qui est annoncé dans Le Meilleur des mondes. Donc la révolution sexuelle, elle fait partie de ce plan.
Elle fait partie de ce plan et elle est au cœur de ce plan. C'est-à-dire qu'en découplant la sexualité de la reproduction, c'est-à-dire en faisant de la sexualité une activité de loisir, de plaisir qui n'a aucun rapport avec la reproduction, ça n'a plus aucun rapport ni avec la famille, ni avec l'amour, ni avec les sentiments, ni avec la civilisation, ni avec rien du tout. On devient des bêtes à jouir. Non mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce programme? Qu'est-ce que c'est que ce programme? Et tous ces menteurs vous disent c'est un programme scientifique. Et Mmh. Judith Reisman est la personne qui a dit: «La science, là-dedans, qu'est-ce que vous racontez? Ce type est un violeur, c'est un pervers». Judith a participé à un congrès de sexologie à Jérusalem où elle a dénoncé, tableau en main, que leur mentor à tous, puis c'était des sexologues qui étaient venus à Jérusalem en 1982, du monde entier pour lancer leur grande campagne. Judith est arrivée avec un tableau qu'elle a affiché devant tout le monde et elle a expliqué que c'était criminel, qu'on ne pouvait pas se rendre complice de ça. Elle attendait un tonnerre d'applaudissements, on l'a fichue dehors. Ils l'ont fichue dehors. Avec menaces et les menaces ont été suivies des faits. C'est-à-dire qu'elle a vraiment elle a eu une traversée du désert absolument effroyable. Enfin effroyable. Non, pas effroyable puisqu'elle s'en est sortie. Elle s'en est sortie, mais elle s'en est sortie parce que quand vous lancez un cri d'alarme comme elle a fait, si 90 ou 95 des gens à qui vous avez lancé le cri d'alarme ne veulent pas vous entendre, les 5 restants, ça va être les bons. Et c'est avec ces 5 restants qu'elle a fait équipe. Alors elle a fait équipe avec, déjà un sexologue américain qui avait un désir sincère de faire de la sexologie pour, voir si on pouvait améliorer les rapports entre les hommes et les femmes. Il est tombé dans un monde de sodomite en disant: «Eh, pep, 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 c'est pas ça que je vous dis moi. Moi je veux» voilà, donc il a compris, assez rapidement quand il s'est lancé dans la sexologie. Il s'appelle Edward Reichel. Il a compris qu'il avait affaire à des pervers et quand il a vu, Judith, il s'est rapproché d'elle, ils ont fait un livre ensemble et ils ont fait un travail absolument magnifique, magnifique. Il y en a eu d'autres. Il y a eu un certain nombre de grands chercheurs, alors sociologues, psychologues, enfin qui ont rejoint Judith et qui l'ont tenue à bout de bras et qui ont empêché qu'elle disparaisse avec la vague, quoi. Et alors surtout, elle a été, à un moment donné, elle a été approchée par le FBI. Mmh. Elle a été approchée par le ministère de la Justice. On lui a dit: «Madame Reisman, vos travaux nous intéressent», parce qu'ils ont vu qu'elle avait fait un travail absolument extraordinaire, d'études par la presse, de regarder comment la presse se fait complice de la banalisation du sexe avec les enfants. Alors par Mmh. l'humour, par la banalisation, et elle a fait tout un travail là-dessus et elle a été approchée par le FBI qui lui dit: «Attendez, nous on a des gens qui ont de l'argent, on connaît des gens qui ont de l'argent, on va vous débloquer un crédit, ils ont trouvé une université, l'American University, qui vont pour lancer un programme d'études pour que ce soit officiel et son programme a été interrompu. L'American University lui a retiré le crédit, ils lui ont volé ses disquettes, ils lui ont volé son ordinateur et ça a été épouvantable. Il y a eu des menaces. Alors quand vous voyez une bronca pareille sur quelqu'un qui n'a même pas encore commencé son travail officiel et que vous voyez ce que ça mobilise, je vous dis que vous comprenez que ça mobilise dans ce qu'on appelle maintenant l'état profond, des gens qui sont extrêmement puissants et extrêmement corrompus, extrêmement compromis. Donc à un moment donné, elle s'est retrouvée toute seule et puis le téléphone sonne et puis il y a un monsieur qui lui dit: «Bonjour madame, je m'appelle Tartampion, Mmh. alors c'était un chrétien évangélique, j'accepte pas ce qu'on vous fait. Je vous propose mon avion pour venir vous chercher, mon université pour faire votre travail, un secrétariat, un ordinateur, avec une condition, c'est que vous dites pas que c'est moi». Elle a dit oui. Elle y est allée et elle a tout recommencé à zéro et ça n'a été que le début de ses emmerdements. Ça n'a pas arrêté, des campagnes diffamatoires. Enfin, et elle s'en est toujours, toujours, toujours tirée par le haut et elle a fini par être, invitée en Europe. Elle a été invitée en Croatie quand la Mmh. Croatie, quand les pays du bloc de l'Est ont commencé à comprendre où on voulait les emmener avec la modernisation et la grande, le grand progrès, ils ont compris, c'est la Croatie est un pays très catholique, ils ont compris qu'on voulait les emmener dans le sexe avec les enfants. Le contact s'est pris entre Judith et eux et puis après, puis c'est comme ça qu'après moi je l'ai retrouvé là-bas et tout, voilà, c'est une coalition de braves gens. C'est une coalition de braves gens. Il y a les liens se font et puis voilà, un jour, puis on se tombe dans les bras et puis on continue, quoi. Ils Voilà. se repèrent et ils s'entraident. Mmh. Vous faites le lien aussi entre les Rockefeller et le planning familial?
Alors, qu'est-ce que c'est que le planning familial? Il faut m'expliquer ce que c'est que le planning familial. Planifier une famille, planifier, je ne vois pas pourquoi on dit planning, on pourrait dire planification, hein. Mmh. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi un mot anglais? Il y a planification, ça existe. La planification familiale, la famille, c'est parents et enfants. La planification familiale, ça devrait être une association qui s'organise pour faire fonctionner les familles, c'est-à-dire papa, maman, les enfants. Or, le planning familial, c'est une organisation créée par une Américaine qui s'appelait Margaret Sanger, qui avait comme obsession de découpler la sexualité de la reproduction, ça a été, et de promouvoir l'avortement tous azimuts. C'est-à-dire qu'une famille telle que promue par le planning familial, c'est une famille monoparentale sans enfants. C'est-à-dire des gens esseulés, c'est ça le planning familial. C'est ça le planning familial. Faites un tour sur le planning familial et regardez les liens qu'il donne. C'est avortement, 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 avortement. Le planning familial, planifier une famille, c'est avorter, 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 c'est-à-dire ne pas faire d'enfants. Bon, eh bien tout ça, c'est le planning familial fait partie de cette gigantesque confrérie. Et alors pourquoi la CIA? Alors le titre du dernier livre de Judith Reisman, pour laquelle j'ai obtenu les droits de publication en français. Mmh. Ça s'appelle Kinsey Rockefeller CIA. Kinsey, c'est le bonhomme. Rockefeller, c'est l'organisation qui va financer tout ça. Et la CIA, c'est ceux qui protègent. C'est ceux Mmh. qui protègent au niveau international. Enfin, c'est une mafia, c'est un monstre, c'est une pieuvre absolument abominable. Et quelqu'un me disait récemment, mais enfin Marion, comment vous savez que le principe de la pieuvre, c'est quand on lui coupe un bras, il lui en repousse un. J'ai dit oui, mais elle a une seule tête et elle n'est pas immortelle. La pieuvre, elle finit par mourir comme le reste, tout passe, tout casse. Et Exact. voilà. Et d'ailleurs, on a souvent entendu dire que la famille moderne, c'était une famille avec 2 enfants, pas plus. Oui, mais maintenant, c'est même des familles sans enfants. Je veux dire, c'est plus des familles. La famille, vous savez, la famille, maintenant, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Vous avez entendu parler de ces gens qui disent que la pédocriminalité, c'est d'abord la famille, c'est l'inceste. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Vous êtes sûr? C'est quoi les sources? C'est quoi les sources? Il y a que des papas violeurs? Il y a pas des juges violeurs? Il y a pas des instituteurs violeurs? Il y a pas des maîtres d'école violeurs? Il y a pas des prêtres violeurs? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Hein? C'est fait pour cacher l'étendue de la chose. Alors la pédocriminalité, elle est pas nouvelle. Ce qui est nouveau, d'abord, c'est son étendue, et ce qui est Mmh. nouveau, de nouveau, nouveau de chez nouveau, c'est sa révélation. Parce que moi qui fais de l'histoire, j'en ai pas fait, j'en fais encore, et qui est tenté de remonter tous ces réseaux pédocriminels, ça remonte très, très loin et ça a toujours été le secret le mieux gardé, alors que c'est plus un secret. C'est fini. Exact. Ça a explosé, c'est à la face du monde, et le choc est alors, j'ai raconté un épisode que les gens qui me suivent connaissent bien, c'est ce que j'ai appelé la marche rouge. C'est Mmh. qu'en 1750, c'est-à-dire sous le règne de Louis XV, la police s'est mise à enlever des enfants dans les rues. Alors on a dit: «C'est parce que c'est des petits délinquants, c'est des casseurs de carreaux, c'est des voilà, c'est des petits salopards qu'il faut». Hein, puis des gens: «Non, non, 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 attendez, c'est beaucoup plus grave que ça. La police, rapte des enfants». Il y a eu une révolte des parents qui s'est faite en plusieurs salves. Il y a eu quelques échauffourées et puis ça s'est terminé par une bronca, une insurrection, ça a été absolument fou, et j'ai appelé ça la marche rouge en honneur à la marche blanche de nos frères belges là, qui ont Oui. fait cette magnifique marche blanche pour dénoncer le procès Dutroux, qui n'a jamais été dénoncé vraiment d'ailleurs, parce que la Mmh. réalité derrière l'affaire Dutroux, c'est Mmh. bien pire que ce qu'on nous en a dit. Donc pourquoi la marche rouge? Ben, c'est parce que cette marche a été sanglante, alors que la marche blanche de la Belgique, c'était vraiment une marche pacifique. Donc Mmh. la marche rouge, c'est quand la violence se déchaîne de la part de la population, et quelque chose me dit que l'affaire Rihanna là, Oui. c'est un début de marche rouge ça. Il y a un début de marche rouge là. C'est Parce l'affaire de trop. C'est c'est le début de voilà, c'est le début de la prise de conscience qu'on ne peut pas faire confiance à l'institution et aux médias. Qu'est-ce que Mmh. c'était la marche rouge? Vous aviez, des enfants qui étaient enlevés par des policiers, et quand les parents allaient rechercher leurs enfants à la police, alors on leur demandait de justifier ceci, cela et quoi et qu'est-ce, et puis, les enleveurs qui avaient été arrêtés, on les retrouvait dans la rue. On les retrouvait libres 3 jours après. Et il y a des gens qui me disent: «Mais attendez,
On leur fait une émeute. On leur fait une émeute, parce qu'il y a eu un jour un enfant, un un enleveur d'enfants qui a pris le fils d'un ouvrier incorporé, d'un maître, d'une corporation, un limonadier, un maître limonadier. Il s'appelait Marion d'ailleurs, c'est pas un joli nom ça? C'est le Mmh. limonadier Marion, c'était son nom de famille. Et il y a eu une émeute pour libérer le gamin, mener l'enleveur d'enfants, Mmh. au Châtelet où il est, et 8 jours après on le retrouve dehors. Attendez, là c'est la configuration commence à ressembler à ce qu'on est en train de Il y vivre. avait déjà une impunité et on peut remonter, très loin historiquement et repérer aussi un grand rapport, une relation étroite entre le pouvoir, Le pouvoir et les artistes, le sens esthétique et le crime et le pédocrime. le pédocrime. Il y a chez des dégénérés qui sont au pouvoir, alors je Mmh. tous les gens au pouvoir ne sont pas dégénérés, mais le pouvoir rend fou. C'est le pouvoir absolu rend absolument fou. Le pouvoir rend fou parce que quand vous avez le pouvoir, vous n'avez plus de limite, et la limite, c'est ce qui fait que vous êtes c'est que nous sommes des êtres humains. Nous sommes en permanence limités par, d'une part, les droits des autres, par la morale, par la transcendance, on est limité. Les gens qui arrivent au pouvoir ne sentent plus les limites. C'est pas qu'ils en ont pas, c'est qu'ils ne les sentent plus. Donc ils deviennent, rigoureusement fous, quoi. Et ça y est, j'ai perdu le fil. Oui, alors à propos de ce qu'on a appelé le libertinage au siècle de Louis XIII, Louis XIV, qu'on a appelé le libertinage, qui nous a donné un grand libertin qui s'appelait Cyrano de Bergerac, si le nom vous dit quelque chose. C'est un siècle où, on crée une esthétique de l'atroce. C'est-à-dire qu'entre gens bien, j'ai trouvé une citation, Mmh. je vais vous la retrouver, elle est très intéressante. C'est alors Gaston d'Orléans, c'était le frère de Louis XIII, c'est ça? Et le père de la grande mademoiselle qui était donc la cousine de Louis XIV. Donc Gaston d'Orléans était un grand débauché, Mmh. et de même que le prince de Condé, c'était des gens qui revendiquaient d'être atroces. Bon, on a bien le droit. Allez, qui est-ce qui va les condamner? Qui est-ce qui va leur mettre la main dessus? Hein? Quand il y a pas de limite, quand il y a C'est pas de ça. limite. Et alors, ils étaient les farouches opposants au roi. Pourquoi? Bah, parce que le roi voulait, lui, les limiter, et et ils étaient flattés dans leurs mœurs par des écrivains baroques qui ont écrit notamment «Tous les crimes sont beaux dont le trône est le prix», Jean de Rotrou. C'est-à-dire qu'à une époque où les crimes vont être considérés comme beaux parce qu'ils sont atroces. Je ne sais pas si vous imaginez comment fait-on pour protéger les pauvres et pour protéger les enfants. Le même a écrit: «À tout prix un grand cœur achète un grand crédit et tout crime est permis quand il nous agrandit». Il y a chez les gens qui ont le pouvoir, et c'est pas le pouvoir direct, c'est pas le roi, c'est le cousin du roi, hein. Ce sont des gens qui s'organisent entre eux pour, échapper à la règle commune. Il naît une esthétique de l'atroce. Plus on va commettre d'atrocités et plus entre nous, on va se reconnaître comme des gens hors du commun, et le commun, c'est ce que ces gens-là méprisent. Ils professent un mépris du peuple. Le peuple, c'est les ignorants, c'est les vulgaires, c'est la populace, c'est la racaille. On n'a pas besoin de ces gens-là et on se sert dans les chez les enfants du peuple pour commettre ces atrocités. Alors, la première atrocité, c'est de violer, mais si vous violez un homme, c'est atroce, si vous violez une femme, c'est atroce, si vous violez un enfant, c'est pire que tout, et eux, c'est toujours plus, toujours plus. J'avais une amie qui s'est intéressée, qui a combattu pendant des années, je ne donnerai pas son nom parce que c'est pas elle me l'autoriserait pas, enfin, Mmh. peut-être si elle me l'autorise, en tout cas, elle m'a pas donné l'autorisation. Ouais. Elle m'a dit que quand elle avait découvert les réseaux pédophiles, elle a été horrifiée de constater que, une fois que ces gens-là ont commis une atrocité, il faut que la suivante soit pire. Il faut que la suivante soit pire, et ils s'entraînent entre eux à commettre toujours plus. La révélation des dossiers Epstein, c'est la révélation de ces atrocités-là, et il y a avant les dossiers Epstein, et si vous voulez, on en reparlera un autre jour, il y a l'affaire Franklin qui est l'affaire source de toutes ces révélations, et l'affaire Franklin s'est arrêtée parce que sinon il y aurait eu la révolution. L'affaire Epstein a commencé et puis on n'en entend plus guère parler. C'est en train d'arriver en France. Quand les Français sauront, ils seront abasourdis, abasourdis. Les atrocités commises sont commises par des gens qui les commettent parce que c'est atroce et qui le justifient parce qu'eux sont au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent dans une paranoïa et un orgueil absolument effréné. Ils veulent absolument échapper
à la morale commune. C'est ce qui a créé, c'est ce qui a créé toutes ces sectes et toutes ces obédiences, toujours occultes. Pourquoi occultes? Parce que voilà, entre nous, on va pas livrer nos petits secrets au commun des mortels. Le commun des mortels ne nous mérite pas, voilà. Et c'est une on est arrivé maintenant avec cette affaire de cette malheureuse petite gamine, on est arrivé à un stade où pour la première fois, la population a les moyens de voir que la rumeur était vraie. La rumeur était vraie, que toute la justice classe sans suite des centaines de milliers de plaintes pour des accusations graves. Si on ne peut pas faire confiance à la justice, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se faire justice eux-mêmes. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe quand les gens se font justice eux-mêmes? C'est le chaos et là, on nous impose la dictature et le pouvoir tire dans le tas. C'est-à-dire qu'il faut absolument, absolument, absolument résister au besoin, à l'envie qu'on a d'en découdre physiquement avec ces gens-là, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les arrêter, mais il ne faut absolument pas que ça se termine par un chaos généralisé, parce que le chaos généralisé, c'est ce que ces gens-là, ce dont ils ont besoin pour nous exterminer à notre tour. Et nous exterminer, alors d'abord socialement et puis après éventuellement physiquement. En remontant un tout petit peu en arrière, notamment en faisant un écho à l'affaire des hommes de la rue du Bac, Oui, on peut quand même, affirmer que ce qu'on appelle le soft power, c'est-à-dire le monde des arts, le cinéma, le théâtre et cetera. Je pensais tout à l'heure à l'œuvre Lolita de Nabokov, de Nabokov qui incroyable, a rendu extrêmement glamour, absolument. ce qu'on appelle l'éphébo-philie finalement, le fait d'être attiré par des adolescentes, Oui, oui, des oui. personnes pubères ou prépubères, je ne sais pas Qui exactement. présentée comme perverse, hein, Lolita, elle est rien moins qu'innocente, hein. Oui, 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 non mais C'est c'est une vrai. inversion accusatoire, c'est-à-dire l'enfant est Ouais. responsable parce que l'enfant soi-disant, allumerait l'adulte. Lisez Gabriel Matzneff, je vous conseille pas de tout lire parce que franchement, 1 c'est redondant, 2 c'est bref, mais lisez un petit peu, c'est jamais lui, hein. Les gosses lui sautent dessus, hein. C'est vraiment lui il a rien fait, hein. C'est les gosses qui lui sautent dessus. Un jour, il faudrait lâcher un gars comme Matzneff dans une cour de récré, voir comment ce qui va se passer. Bah, disons, à son âge, à mon avis, on va moins lui sauter dessus quand même. Non, mais aucun gosse lui a jamais sauté dessus. Oui. Voilà, les gosses ne sautent pas sur les adultes, c'est pas Oui, oui, vrai. il se C'est pas vrai. disculpe Et tout ça, si et quoi. si bah, oui, bien sûr, ils se disculpent, c'est Mmh. toujours c'est l'argument inventé, enfin, justifié par Kinsey, c'est-à-dire que les enfants ont des désirs et les adultes ne font que satisfaire à leurs désirs. C'est une abomination et surtout quand on sait que, ces pervers-là, ce qui leur plaît, c'est pas seulement de coucher avec, c'est de torturer, de faire du mal, de détruire. C'est une prédation. La première fois que mon ami qui m'a alerté là-dessus m'a dit qu'il y avait des charniers, des bûchers, des trucs, je lui dis: «De quoi? De quoi? De quoi?» Il me dit: «Mais oui». Mais elle me dit: «Mais c'est ça. Moi, je croyais qu'un pédophile, c'est quelqu'un qui voulait faire l'amour avec un enfant». Ça n'a rien à voir. Surtout pas faire l'amour. Surtout pas faire l'amour, c'est détruire, détruire, détruire et il s'excite avec ça. Et quand Judith m'a expliqué ça, j'ai été absolument horrifié, mais enfin bon, j'en savais déjà assez long. À chaque fois qu'un pédophile y revient, il faut que ce soit plus atroce que la fois d'avant. Et moi, j'ai lu des trucs, mais alors ça m'a coupé l'appétit, ça m'a empêché de dormir. Ça m'a empêché de dormir. Alors OK. si j'ai un conseil à donner Mmh mh. aux gens qui s'intéressent à ces sujets, n'allez pas voir des images. J'ai réussi à ne jamais voir d'images, sauf un jour quelqu'un qui m'a montré un truc, je l'ai engueulé, je l'ai jamais revu, j'ai dit: «Tu me refais jamais ça» et voilà. N'allez pas voir d'images, n'entrez pas dans les détails, sachez en gros comment ça se passe, mais protégez-vous. Parce que vous allez finir par émousser votre c'est tellement atroce que vous allez finir par vous blinder et si vous êtes blindé, vous êtes plus un combattant, hein. Le combattant, il est pas Oui. blindé, hein. Le combattant, il est pas blindé. Le combattant, il a sa sensibilité, il a sa révolte, il a son âme, à part entière, hein. Si on est blindé, on devient des robots, on devient des machines. Et dans la psychologie de ces gens qui sont donc, peut-être, psychopathes, c'est-à-dire malades, Oui, certainement. un Ils esprit le noir, deviennent, s'ils le sont pas à l'origine, ils le deviennent, oui. voilà, l'idée c'est la surenchère, c'est de toujours repousser les limites, toujours Faut plus. toujours repousser les limites et c'est en fait c'est la toute-puissance. C'est-à-dire Mmh. que ces gens-là sont dans un délire de toute-puissance. Ils se prennent pour Dieu. «Vous serez comme des dieux», disait, hein. «Vous serez comme des dieux», c'est le péché originel, «Vous serez comme des dieux et vous aurez le péché originel tel que je l'ai compris de la Bible, c'est,
vous serez comme des dieux et vous aurez le sens du bien et du mal. C'est-à-dire, c'est pas Dieu qui va vous dire ce qui est bien et c'est mal, c'est ce que vous allez ressentir. Ah, bah, moi je ressens que c'est bien. Moi je Mmh. me ressens poisson rouge. Moi je me ressens que je suis pas une femme, que je suis un homme. Je ressens. C'est quoi ça? C'est C'est parce de la qu'on sent. psychiatrie, on est dans de la psychiatrie, On est complètement dans la psychiatrie, bah oui, mais ça s'attrape, hein, ces maladies-là, ça s'attrape. bien sûr. Donc Et domination et destruction, en fait. domination, destruction, prédation, c'est de la prédation et Mmh. sur le tout fondé sur un orgueil démesuré. Ces gens-là sont inaccessibles à l'altruisme, à l'altérité et à la remise en question d'eux-mêmes. Se remettre en question, allons donc et pourquoi faire? Pour en revenir à l'actualité, on remarque que l'affaire Liana, s'est produite dans les Gers, dans un milieu, plutôt lambda, ce qu'on appelle Plutôt les modeste, Français oui. moyens, Oui, pas modeste, pas oui, des gens oui. spécialement fortunés Mmh. et est-ce qu'on peut faire des liens avec l'affaire Epstein? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Est-ce que l'un protège l'autre? Est-ce que tout ça, finalement, c'est un ruissellement, de la pédocriminalité dans toutes les strates de la société, finalement? Les enfants proies sont les enfants du peuple. Mmh Donc il mh. faut les faire remonter. Donc ça passe Mmh. par les intermédiaires du peuple, qui Mmh. sont éventuellement consommateurs au passage, mais qui sont avant tout rabatteurs. Vous prenez un gars comme Émile Louis, il consommait, c'est clair, mais il fournissait, c'est clair également, c'est clair également. On peut imaginer que fournirait, fournissait Bah, bien sûr, bah, évidemment, et évidemment. du Mais trou aussi. sinon mais s'il fournissait pas, pourquoi aurait-il été protégé? Oui, Qui parce va que pro lui qui il protège ces gens-là? c'est Qui ça, il a protège vécu ces dans gens? un château pendant une dizaine d'années Bah sans être oui, impliqué du bah tout oui. dans la justice entre 2 crimes, ça pose question. Bah, évidemment, évidemment. Un gars comme Émile Louis, il est bien évident qu'il fournissait. S'il fournissait pas, pourquoi l'aurait-on protégé? Mmh. Pourquoi l'aurait-on protégé? C'est une évidence, c'est une évidence. Le rabatteur, il se sert au passage parce que c'est ce qui va justifier, parce que c'est un vicieux lui. Un gars qui est pas vicieux comme ça, comment il va faire? Comment il va commettre un crime pareil? Comment un type qui n'est pas habité par ce démon-là va pouvoir, enlever des enfants et les fournir? Il ça va pas, ça va pas. Donc, vous avez les grands pervers au sommet, vous avez les grands pervers à la base et les grands pervers à la base fournissent et les services sociaux, ils ont une responsabilité absolument monstrueuse là-dedans. Alors je dis pas que tous les travailleurs sociaux sont des dégueulasses, mais il y en a beaucoup qui ferment les yeux, hein. Il y en a beaucoup qui ferment les yeux et qui veulent pas Vous dites, c'est savoir. le moment où finalement les prolos et les grands bourgeois, voire plus, se tiennent la main? Oui, bien sûr, bien sûr, oui. C'est la grande famille des pédocriminels, c'est sûr, c'est sûr. Mais, la raison pour laquelle alors si vous permettez qu'on en parle, la raison pour laquelle je me suis pendant très, très longtemps opposé à la peine de mort, c'est, Oui. alors d'abord parce que c'était une tradition familiale, hein, ma mère elle était, machin, bon. Mais, même quand j'ai commencé à découvrir tous ces grands crimes, il y a 2 raisons pour lesquelles je serais contre la peine de mort, Mmh mh. concernant les pédophiles. La première est que Heu, ça la crainte la crainte d'avoir la certitude d'être exécuté si l'enfant est retrouvé mort, heu, produit un effet pervers. C'est-à-dire que si l'enfant peut me dénoncer, je suis cuit. Donc je le supprime, il ne me dénoncera pas. Voilà. Donc ça, c'est un premier effet pervers. La peine de mort ne peut pas être dissuasive, au contraire, elle va certainement accélérer le la nécessité de se débarrasser des victimes, donc des témoins encombrants. Mais la deuxième raison, c'est que, Mmh. pour que la peine de mort, quelle serait sa justification? Est-ce qu'elle a une justification d'exemplarité? Ou est-ce Oui. qu'elle a une justification de réparation? La peine de mort ne va rien réparer. Va-t-elle être exemplaire? Eh ben, je vais vous dire que non, elle ne le sera jamais. Pourquoi? Parce qu'elle va être toujours appliquée au plus bas. Elle ne sera Mmh. jamais appliquée au sommet. Jamais. Ou alors il faudrait l'appliquer à tout le monde. C'est-à-dire, il faudrait appliquer la peine de mort. Si on disait la peine de mort pour les pédophiles, on va dire: «Bon, OK, d'accord». Mais tous les pédophiles, tous, tous, tous ceux qui ont participé à des viols collectifs ou individuels et on peut imaginer, par exemple, à ceux dont les victimes sont mortes. C'est énorme! C'est déjà énorme. Vous imaginez la peine de mort, quoi? On met la guillotine sur la place de la Concorde et puis on les fait passer à la file? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Il y en Mmh. aura combien? Il y en aura combien de milliers? De milliers, des milliers, des milliers, des milliers de peines de mort? Vous voyez la France comme ça, se mettre à sortir la guillotine, puis tac tac, tac tac, tac tac, tac tac? Mais attendez, c'est quoi ça?
Et puis Après surtout ça que les gens de pouvoir, échapperaient à ça effectivement de toute alors façon. on va dire, on va en faire que quelques-uns et ça sera jamais le sommet, ça sera toujours Mmh, le Pékin de la base. Émile Louis, il est bien évident que s'il n'y avait pas eu l'abolition de la peine de mort, il y passait lui, ça c'est mmh, clair, il aurait été oui. au lieu de ça, il est parti en Corse, là, il paraît qu'il y a une prison ouverte pour, délinquants sexuels avec accès à la plage et tout. Hein, pas beau ça? Hein? Magnifique. Hein, c'est beau, hein, c'est C'est le beau. Club Med C'est pour le Club pédos. Med, c'est le Club Med pour pédos. Donc la peine de mort ne peut absolument pas être une solution. Alors, c'est un exutoire à la colère populaire, ça c'est sûr. Mais Mmh, justement, c'est parce que c'est un exutoire que l'exutoire sera utilisé en sacrifiant le moins, pas forcément le moins coupable, mais certainement le moins protégé, ce qui permettra de laisser courir tous les autres. Ce qui permettra de laisser courir tous les autres. mmh. Alors moi, j'ai eu au cours de mes recherches historiques, j'ai eu connaissance d'une période de l'histoire, c'était au début de la Régence, c'est-à-dire après 1715, 16, 17, 18, 19, là, dans ces années-là. Il y a eu une tentative du régent de Oui. faire rendre gorge à des gens qui avaient éhontément pillé le trésor, escroqué des gens, enfin la France avait connu, à la fin du règne de Louis XIV, une période absolument dramatique d'une grande misère et des gens qui se sont enrichis pendant cette période et le régent a voulu faire des exemples. Est-ce qu'il a appliqué la peine de mort contre Non. lui? Ah, il a fait quoi? Il a livré les coupables à la haine populaire avec interdiction de les toucher. Interdiction de les toucher, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la peine de mort n'était pas appliquée, elle pouvait pas venir de la foule. On les a exhibés avec des panneaux devant et derrière: «Voleurs du peuple, voleurs du peuple». Vous imaginez le défilé un défilé alors pas à la télévision, hein, parce que tout ça, on sait très bien qu'avec l'intelligence artificielle, on vous fera croire ce qu'on vous voudra. Dans la rue, dans la rue, allez-y. Violeur d'enfants. Lui qu'on a vu à la télévision, qu'on a vu, et cetera. En petite tenue, Vous avec êtes un pour, panneau devant, par exemple. pour La une vindicte, la la vindicte, vindicte la populaire et la mort honte, sociale? la mort sociale, la honte, la honte. Ces gens-là échappent toujours à la honte. La honte, ce sont des gens qui sont mus par l'orgueil. J'avais raconté ça à une maison qui me dit: «Ma femme Marion, c'est contraire aux droits de l'homme». Je dis: «Violer des enfants aussi, hein?» Mmh. Bien sûr, parce qu'il faut respecter la dignité de oui, mais l'assassin, lui, il n'aura plus sa dignité et on n'y touchera pas, hein. Moi, j'ai vu comment c'était pendant la période de la Régence. Il Mmh. était interdit de leur lancer des cailloux, hein et il y avait la maréchaussée qui veillait, hein. Mmh mh. Le gars qui était, dans le carcan là, avec la tête qui dépasse et puis là, il y avait marqué voleur et tout, les gens leur hurlaient dessus, ils venaient leur cracher leur haine et tout et on leur avait fait traverser Paris, à pied, pieds nus. Et les gens lançaient des seaux de merde, sous leurs pieds pour qu'ils marchent dedans. C'était l'humiliation et il y en a un ou 2 qui ont supplié: «Je veux pas, je veux» ils y sont passés D'ailleurs, et ça me fait penser que et on le n'a pas pour autant alors la réparation quand c'était des crimes, c'était pas des crimes sexuels. Il y a jamais eu de crimes sexuels, véritablement, punis comme tels. mmh mh. Pas punis comme tels. Mais comme c'était des affaires d'argent, la réparation consistait à tout leur prendre, tout ce qu'ils avaient volé. Ça a été des fortunes colossales. Sans léser, enfin léser forcément, mais sans jeter dans la misère la femme et les enfants. Dit-on, le Mesure pervers conservatoire mesure conservatoire pour la femme et les enfants. mmh mh. On dit que le pervers effectivement déteste qu'on le ridiculise et qu'on rit de lui. C'est clair, c'est clair. Mmh. Regardez Voltaire qui a passé sa vie à rire, à ricaner des autres quand il était en position humiliée. Il était fou! Il était fou, 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 fou. Bien sûr qu'ils veulent pas. Leur faiblesse, c'est leur orgueil Absolument. et imaginez qu'on en prenne un ou 2 comme ça, hein. Oui, essayez d'imaginer une personnalité, hautement médiatique, hein, lâchée dans la foule, sous la protection de la maréchaussée, on est bien d'accord, mais oh, petit Il y a un minou. chat. Voilà. Sous la protection de la maréchaussée, mais avec l'autorisation de leur crier, ce qu'on a à leur crier et avec exhibition en position humiliée. Mais le suivant,
Si on lui dit: «Attends, le prochain c'est toi, ou alors tu collabores», le nombre qui vont collaborer, Mmh. tout va sauter, tout va sauter, tout va dégringoler, tout va dégringoler. On parle, bien sûr d'une justice à plusieurs vitesses. Non, mais c'est rien de le dire. C'est rien de le dire. J'écoutais le coup de gueule de Flavie Flament qui était outrée que finalement, il ait fallu qu'elle ait porté plainte pour que l'affaire Bruel, puisse enfin sortir du placard. Ouais, ouais. C'est plutôt bien, qu'une personnalité de la télévision française, se plaigne d'une justice à 2 vitesses finalement. Mais c'est non mais alors c'est drôle parce que toutes ces filles-là qui ont porté plainte contre Patrick Bruel, qui sont présumées innocents, hein, au fait, vous est-ce que vous êtes présumée innocente? Vous êtes présumée innocente. Mmh. C'est quoi la différence entre vous et lui? Bah, c'est que je pense que Vous avez pas 30 plaintes contre vous. ah non, ça non, il y a pas de risque, je pense. La présomption d'innocence, ça concerne une information sur un jugement qui n'aurait pas encore été rendu. Mmh, Il y a pas de jugement pour le moment. tout à fait. Chaque fois qu'on dit: «Le gars, il y a 30 plaintes», «Oui, mais il est présumé innocent». Oui, mais il y a 30 plaintes quand même. Quand même, ouais, pour de vrai. Quand même. Oui, alors j'ai vu parmi tous ces témoignages, il y a une fille à qui on dit: «Ah voilà, c'est ça». Alors elle se réveille 30 ans après. Elle dit: «Non, je me suis réveillée 30 minutes avant, 30 minutes après», qui m'a Mmh, fait taire. absolument. C'est-à-dire Bah, que si je peux maintenant, c'est pas 30 ans après, mais c'est largement 10 ou 15 ans après, c'est parce que maintenant, la configuration a changé et qu'on va m'écouter. Mais j'ai mis 30 minutes à aller déposer plainte. «Allez, arrête! Oh, 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 tu vu, là, tu gagnes combien? Tu sais combien il a lui?» Arrête. On a fait taire les victimes. On bien fait sûr. tout le temps taire les victimes et l'affaire de la petite Rihanna, c'est Liana ou Rihanna, je crois? Liana avec un L. Liana. Mmh L'affaire de mh. la petite Liana, c'est que Mmh. pour la première fois, l'information passe et tout ce qui a été mis sous le boisseau, c'est en train de ressortir en cascade. Je pense que la vérité qui est en train d'éclater, on ne l'arrêtera pas. On ne l'arrêtera pas parce que ce qu'on a sorti pour une affaire dans le Gers, mais il y en a combien par département? Bien sûr. Il y en a combien par département? C'est énorme, 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 énorme. Je Mmh mh. pense que vous connaissez l'allégorie que j'aime bien donner sur la vérité, c'est comme de l'eau dans une citerne. Mmh. Si vous avez une citerne extrêmement étanche, en béton, et goudronnée à l'intérieur, bon, et remplie d'eau, l'eau est la vérité. L'eau ne sortira pas, mais si vous mettez un trou d'épingle Mmh. sous la citerne, d'une façon ou d'une autre, elle se videra. Bien sûr. C'est une question de temps. Bien Et sûr. à l'heure actuelle alors, c'est-à-dire que pour que la vérité ne sorte pas, il faut qu'il n'y ait aucune fuite. Là, maintenant, c'est pas des fuites, là, c'est des cataractes qui sortent de tous les côtés. Il faut qu'il n'y ait aucune fuite et le début de la fuite, c'est au début une goutte d'eau, un petit filet, puis un brusquement, schlaf! Et ça va Mmh. exploser et c'est ça qui est en train de se passer. Bien Alors, sûr. moi, je connais pas la largeur de la fissure. Je peux pas dire, dans 3 mois, c'est réglé, j'en sais rien. Ça peut-être prendre encore des années, j'espère que non. Mais, il est évident qu'il y a une accélération dans la prise de conscience populaire, collective. Il y a une accélération dans la prise de conscience que ces crimes-là, ces criminels-là se tiennent les uns les autres, ce sont eux qui nous dirigent et que ils ont mangé leur pain blanc. C'est Mmh mh. fini maintenant. C'est fini maintenant. J'en C'est profite fini. pour inviter les auditeurs à aller écouter, l'interview d'Inès Chatin et notamment de Mathilde Brasilier qui a grandi dans le quartier d'Odéon, donc à Paris 6e arrondissement, les beaux quartiers parisiens, et qui parle de son amnésie traumatique et effectivement, il a fallu qu'elle travaille avec le docteur Dolto à l'âge de 40 ans, pour lever le voile sur son La fille passé. la fille de Françoise Dolto, hein, Ouais et Catherine la fille, Dolto. Catherine Dolto, Ouais, la fille de exactement, la fille de Françoise Dolto, la célèbre. Et effectivement, Mathilde Brasilier, son père était architecte, prix de Rome et il l'a violée de l'âge de 5 à 10 ans. Ça a même commencé ponctuellement quand elle avait 2 ans et demi et elle dit bien qu'il a fallu quelques séances pour que, tout sorte, voilà, à la Mmh, surface et quand tout a été révélé, son père s'est suicidé. Mais tout ça a été un long travail, mmh, mmh mh. pour lutter contre cette amnésie traumatique, Mmh, mmh, mmh puisque mh. ce qui lui a d'abord posé question, c'était le suicide de son frère Fabien. À l'âge de 24 ans, il s'est jeté du haut de Beaubourg. Voilà, donc l'amnésie traumatique, c'est un phénomène, bien connu des psys, mais que le grand public ne comprend toujours pas, puisqu'on voit souvent des commentaires sous ces témoignages qui disent: «Mais pourquoi a-t-elle attendu, tant d'années? C'est pas crédible et tout». Mais en fait, si, les psychologues, et les psychiatres sont tout à fait capables d'expliquer ce phénomène, voilà, de protection, du cerveau comme, le déni, hein, finalement, c'est un peu la même forteresse que le déni.
Bon, moi, j'avais 73 ans quand le souvenir m'est remonté. J'en ai 76. Ça fait 3 ans que je sais. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça peut C'est le être crime qui laisse c'est le excellent. crime presque parfait quoi, le crime pédophile. Mais c'est fini pour eux, c'est bientôt fini pour eux. C'est bientôt fini pour eux. Ça je suis, alors optimiste, je peux pas dire parce que je sais que ça va être violent, mais la vérité ne rentrera pas dans le ça reviendra pas en arrière. C'est clairement ça reviendra pas en arrière. Elle sort du puits. Elle sort, c'est on pourra pas l'arrêter. Et Judith était un peu désespérée au moment de mourir, alors elle est morte au mois de mai de 2021, donc ça fait 5 ans maintenant. Elle était un peu désespérée, elle m'a dit: «Oh, ils sont trop forts, ils sont trop forts». J'ai dit: «Mais non», Judith, regarde, regarde, regarde. Puis elle a pas pu voir, elle est morte. Mmh. Pauvrette, elle est morte à sa table de travail. Et elle est morte en ayant terminé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Stanislas Berton vient de sortir un livre qui s'appelle La Svastika rose, Ouais. c'est un livre qu'il n'a pas écrit, c'est un livre qu'il relaye, qu'il a traduit et qu'il relaye. Et Judith a participé à la Xème édition de ce travail, La Svastika rose, et elle a travaillé jusqu'à sa mort. L'ennemi juré de Judith Reisman, c'est le lobby LGBT américain. Ils ont voulu absolument, 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 absolument la faire taire. Et elle savait à qui elle avait affaire. Alors on parle de lobby, on ne parle pas de personne, on est bien d'accord. On est d'accord que dans la classe politique française actuellement, il y a, une forme de lobby, LGBT? Bah, bien sûr, mais de toute façon, les homosexuels sont en général moins de 4% d'une population donnée. Regardez combien il y en a dans la combien il y en a à la culture, combien il y en a dans la diplomatie, combien il y en a dans les ministères, et vous comprendrez que si c'est pas un lobby, pourquoi monte-t-il autant? 4%, 4%. Combien y a-t-il de ministres? Combien y a-t-il de ministres? Beaucoup, beaucoup. Combien? Mais Combien? c'est factuel, hein, effectivement, c'est statistique, en fait. Non, mais combien y a-t-il de ministres dans un gouvernement? Il y a combien de ministres? 40, 50? Combien il y en a? 30? Une trentaine, une quarantaine, je dirais, une Il trentaine. devrait il devrait pas y avoir d'homosexuels au milieu, statistiquement? Ou très peu, mais là, il y en a Non, beaucoup, mais hein, il devrait je pas non, mais regarde, s'il y a moins de 100, c'est pas vous voyez ce que je veux dire? tout à fait. Il y a effectivement, il y a une surreprésentation, Il y a une statistique, surreprésentation et c'est l'effet lobby, c'est factuelle, hein. l'effet lobby. C'est l'effet lobby, d'accord. Oui, oui, non, mais ça, c'est C'est factuel. C'est pas du tout ni un reproche, ni quoi que ce soit, mais c'est absolument factuel. c'est absolument factuel. Il y a des D'accord. il y a des Mmh, il y a des c'est métiers, il y a des impossible. il y a où c'est Mmh. où c'est si vous n'en êtes pas, vous n'entrerez pas. C'est l'effet lobby et le lobby, c'est le contraire de la méritocratie, hein. C'est je te fais passer parce que tu es mon cousin, tu es mon coquin et tu es mon copain, quoi. Mmh, mmh, mmh. Qu'est-ce que vous aimeriez dire, aujourd'hui à Gérald Darmanin? La question à 10 000 Je €. ne vous crois pas une seconde. Je ne vous crois pas une seconde. Vous n'allez rien faire que vous n'allez pas faire. Venez pas nous raconter. S'il y a des dizaines de milliers de cas régulièrement qui se renouvellent de justice non rendue, vous allez nous faire croire que vous allez la rendre maintenant? Démissionnez. Cachez-vous, cachez-vous. Alors je Vous dis êtes pas pas je l'accuse pas de faire partie du des pédophiles, hein, c'est pas une, mais je veux dire, il les couvre, il les couvre. Une justice qui ne rend pas, qui ne donne pas quand il y a des signalements de oh, j'ai eu un contact hier avec, Lise Philippe qui est travailleuse sociale, qui a raconté comment on brise des familles, comment des une mère qui protège son enfant contre un père prédateur, mmh. on la juge comme trop protectrice et c'est mauvais pour les enfants d'être trop protégés et on lui enlève son gosse qu'on donne au père. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette justice? Qu'est-ce que c'est que ces services sociaux? C'est abominable. Et ils vont nous faire croire que, ah oui, bah d'accord, il y a 70 000 dossiers. Bon, allez, dans un mois, on vous torche tout ça. Non, mais attendez, ça veut dire quoi ça? Bonjour Minou. On peut inviter les auditeurs à, acheter le livre de Laurence Beneux, Ah, Laurence Pédophile Beneux, alors là, sexuelle. c'est une référence. Alors, j'ai pas l'honneur et l'avantage de l'avoir rencontrée, mais je la croise de loin depuis longtemps. Alors elle fait du bon boulot, hein, ça c'est clair. Laurence Beneux, voilà, bah, je peux la saluer au passage. On s'est jamais croisés, mais
Voilà, j'ai du respect pour le travail de cette personne, tout à fait. Le Et il y a message est le lancé, donc ça s'appelle Pédocriminalité, une hypocrisie française et puis on peut aussi saluer, Pierre Bernérias et sa série qui s'appelle Notre petit secret. oui, où il m'a C'est assez interviewé, mais j'ai pas censuré. encore vu, ouais. Et alors je voulais signaler aussi le livre de Lise Philippe sur l'imposture du social, parce que Lise Philippe, alors là, elle vient de sortir son livre, hein, le elle a on l'a lancé quasiment hier soir. C'est confondant, c'est confondant. Mmh mh. Vous avez des services sociaux qui ne sont absolument pas là pour aider les gens, on les enrégimente, on peut plus voir qu'une seule tête, mais Mmh. c'est la continuation de ce qu'a été l'hôpital général, hein. C'est Mmh. des notables qui utilisent des gens, de niveau très, très moyen pour répercuter leurs ordres de: on ne veut voir qu'une seule tête. On ne veut voir qu'une seule tête». Donc c'est des exécutants médiocres, c'est la chaîne, C'est la chaîne des exécuteurs médiocres. Il y avait un film magnifique qui s'appelait avec, Jean-Louis Trintignant. I Comment ça comme Icare Non, c'est pas non, non, ça c'était avec, non, non, c'est pas Icomika. avec Yves Montand. Non, non, c'était un avec, Jean-Louis Trintignant, le 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 conformiste ou quelque chose comme ça. Le Le conformiste. conformiste, c'est les pires crimes sont commis par le gars qui voit pas, qui bouge pas, qui réagit pas, qui laisse faire, qui par conformisme. Et ça nous ramène à La banalité du mal de d'Hannah Arendt. Exactement. Alors je n'ai pas lu La banalité du mal de Hannah Arendt, mais j'ai compris ce que c'est. Ouais. Je comprends ce que c'est. Mmh. Le mal se fait par la passivité de ceux qui ne l'empêchent pas. Absolument. J'ai Et là, en matière de pédophilie, c'est ça. Et j'ai rencontré à différentes reprises des gens, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, parce que je suis tombée dessus en arrivant dans Lyon, mmh. qui me disaient: «Tais-toi», puis qui sortaient de la pièce. C'est incroyable. C'est Ils comme avaient ça. peur pour votre vie? Non, pour eux, je veux pas Mmh. entendre, D'accord. je veux pas entendre. Arrête! Je veux pas entendre. Mais c'est sous ton nez, je veux pas entendre. Et on peut pas attendre d'une population qu'elle réagisse à des crimes pareils si il y a de telles réactions au un tel refus, ne serait-ce que d'entendre l'énoncé du crime. Mmh. Mais ça se comprend également, je veux dire, je porte pas de jugement moral, ça se comprend également. Le crime est tellement atroce et on n'y peut rien individuellement. Alors ça sert à quoi de savoir? Donc on se protège, Mmh. on se protège. Il y a une impuissance acquise, Voilà. Ah, je sais pas si c'est acquis, il y a une impuissance, ouais. intégrée, Mais moi une résignation de fait. quand je suis tombée là-dessus, j'ai eu à un moment donné le réflexe: «Je veux pas le savoir, j'en ai marre, je tire la chasse, je veux pas, ah! Je veux». Ça a pas duré 3 jours. Mais j'ai dit: «Non, je veux non, 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 la barbe, non, c'est non, ah puis je sais quand même». Puis ça m'a Ça fait rattrapée. penser à la citation d'Einstein, enfin qu'on attribue à Albert Einstein: «Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent sans rien faire». C'est exactement ça. Je sais C'est pas si c'est Einstein qui l'a dit, mais c'est ça. Je ne sais pas, ça lui est attribué, c'est assez Ouais. éternel. Ouais, ouais. Le couple Macron est en lien téléphonique avec les parents de la petite Liana. «Oh, comme c'est gentil! Comme ils sont mignons!» Qu'est-ce que Mmh. ça veut dire? C'est C'est incroyable. pour étouffer la colère, c'est pour éviter que ça s'enflamme. Ou C'est de la com, c'est de la De com? toute façon, c'est de la com. Tout ce qu'ils font, c'est de la com. Tout ce qu'ils font, c'est de Oui. la com. À part ce Mmh. qu'ils font dans l'intimité qui ne nous regarde pas et que je ne veux surtout pas savoir, Mmh. parce que je ne veux rien savoir de l'intimité des autres. Je n'ai rien d'une voyeuse. Tant que ça n'a pas de répercussions sur la vie publique. Voilà, c'est ça. Donc, ce que raconte le couple Macron, je me désintéresse complètement. C'est de la com, ça n'est que de la com. Maintenant, lui 14 ans, elle 39, je suis désolé, mais ça rentre dans le cadre, hein. C'est factuel. Ça rentre dans le cadre, Mmh. complètement, ça rentre dans le cadre et c'est pas parce qu'elle l'a épousé par la suite, elle ou il, on ne sait pas. Mmh. Moi, j'ai mon idée, mais Mmh. je peux pas trancher. Mmh mh mh. Comme dirait l'autre: «Elle est présumée femme». Ah oui, d'accord, bah oui, tant que le jugement est pas rendu, on va dire qu'elle est présumée femme. Absolument. Mais c'est juridiquement, répréhensible. Bah, c'est clairement, mais c'est Oui. criminel, c'est du détournement de mineurs. Mais vous savez tout ce qui se passe dans les écoles là, tout ce qui se passe dans les écoles, ces exhibitions de sexe qu'on fait aux enfants sous prétexte de les éduquer, ça relève de la loi. Vous parlez du programme EVARS? Mais bien sûr, ça relève de la loi, c'est de l'attentat à la pudeur. C'est de l'attentat à la pudeur et Donc quand vous ça peut invitez faire les parents à détournement être de mineurs, vigilants? Pardon? c'est plus que vigilant, c'est à s'opposer à ça. Vous ne montrerez pas ça à mes enfants. Mmh. Vigilant, c'est non, c'est non. Mmh.
C'est non et non. C'est traumatisant. L'éducation nationale a décidé de traumatiser les gosses. Attendez. C'est ce que les pédopsies appellent une effraction psychique. Oui, absolument. Mmh. Défraction psychique. Oui, tout à fait. Oui, ça dit ça porte bien, oui, c'est très éloquent comme explication, comme définition. Mmh L'effraction mh. psychique, du viol psychique, du viol psychique. Si on vous oblige à regarder des atrocités, c'est du viol psychique. Bien sûr, comme quand on vous a obligé à regarder un acte pédocriminel. Ouais. Alors c'était pas un acte pédocriminel, c'était un bon, enfin, je vous dirai pas quoi, mais c'était vraiment un truc, j'ai fait: «Ah! Oh!» et c'était rien, c'était pas en cours, c'était pas des enfants, c'était mais je dis: «Non, je ne veux pas voir d'atrocité. Je refuse». J'ai fichu des gens hors de chez moi parce qu'ils racontaient des saloperies à table. Mmh. J'ai dit: «Dehors». Oui, apparemment même des gens qui ont travaillé sur les dossiers Epstein, ne sont pas ressortis indemnes de cette affaire. Alors, il existe dans les gendarmeries Mmh mh. et dans certains services de police un soutien psychologique, psychiatrique pour que les malheureux qui travaillent sur ces dossiers-là ne reviennent pas à la maison avec toutes ces horreurs. Et alors, on protège, c'est Judith qui m'a fait remarquer ça, elle me dit: «On protège Mmh. les travailleurs, qui luttent contre la pédocriminalité, contre les atrocités qu'on leur fait voir, on les protège et on les inflige aux enfants? C'est On ça. oblige les enfants à les voir?» C'est Oui, oui, puis ahurissant, c'est ça peut donner des suicides, ah des dépressions. ouais. Et après ça servira d'alibi en disant: «Oui, mais alors ils sont bien oui, mais ils ont été traumatisés quand ils étaient petits». C'est pas une explication, c'est pas une excuse. Mmh mh. Une explication n'est pas une excuse. Et puis il y a le problème de la reproduction des schémas, de ceux qui arrivent à faire acte de résilience et qui n'y arrivent pas. Bon, Mmh. ça, c'est tout un sujet, effectivement. Donc on a effectivement dans la famille Barella, il semblerait qu'il y ait un problème de reproduction de schémas, Bah notamment. oui, bah oui, bah oui. Affaire à suivre. Marion, vous voudriez nous donner votre actualité, les livres, que vous avez sortis, qui sont à acheter Alors, goulûment, à lire? j'ai ressorti, le dernier livre que j'ai ressorti, c'est «Du kibboutz à l'intifada». Mmh mh. C'est les aventures de Marion du kibboutz au camp de réfugiés palestiniens. C'est le 2e livre que j'ai écrit en 1989-90 Mmh mh. et pour lequel j'ai eu quantité de misère. Il a été passé au pilon, j'ai reçu des menaces, enfin tout ça parce que je raconte comment, extrêmement, sympathisante d'Israël, j'ai découvert l'horreur de la condition palestinienne et que je me suis engagé de ce côté-là. Mais c'est vraiment alors c'est l'histoire de ma jeunesse et c'est l'histoire d'une prise de conscience progressive et Mmh. c'est une tranche de vie d'Israël également. C'est une tranche de vie, c'est un témoignage. Je suis assez alors je l'ai réactualisé parce que quand je l'ai écrit, j'étais encore très, 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 très gauchiste. Faut dire que j'ai non, mais j'ai cessé d'être gauchiste quand j'ai fait de l'histoire, c'est pas Mmh difficile. mh J'ai mh. fait de l'histoire, j'avais 51 ans. C'était le 11 septembre 2001, hein, que j'ai reçu mes premiers cours. Oui, 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 oui. J'ai reçu la nouvelle que mes cours étaient commencés, en même temps qu'il y a une tour machin qui s'est Mmh. effondrée, voilà, c'est le truc, c'était le même jour. Donc Symbolique. entre ces années-là et ma Mmh. prise de conscience que l'histoire nous a menti. Moi, j'aurais jamais eu la vérité sur l'histoire de l'Église, sur l'histoire des jésuites et tout ça, si j'avais pas fait de l'histoire, parce que c'est inaccessible si on n'est pas chercheur. Donc pendant toutes ces années-là, je suis resté gauchiste et j'ai écrit ce livre-là quand j'étais gauchiste. Donc je vais pas le renier en disant: «Gna, gna, 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 j'ai dit que des conneries». Je contextualise. Voilà, je l'ai réécrit en le contextualisant, en disant: «Je pensais comme ça et je pensais que voilà, que si, que oui». Donc c'est un livre dont je suis assez fier, je crois qu'il est bien, je crois qu'il est bien. J'y ai rajouté quelques photos et c'est en fait une tranche de vie d'Israël de 1972 à 1995 à peu près, voilà. Mmh. Et ça, je pense que c'est un bon bouquin, donc il est disponible dans ma collection Réhistoire pour tous sur Book Édition, ainsi que 2 autres livres qui traitent d'Israël-Palestine. C'est Libres femmes de Palestine, qui est un travail que j'ai fait d'enquête auprès d'associations, de secours médical populaire dans les territoires occupés, où on montre la solidarité active, effective entre les médecins
musulmans, les médecins chrétiens et les médecins juifs. Voilà. Vous dites: «C'est pas possible». Si, il y a des gens qui y arrivent très bien et même très, très bien. Et puis, il y a aussi le livre Mansour Kardosh, Palestiniens, chrétiens, arabes et israéliens. Vous avez à l'intérieur même d'Israël 1,5 million d'Israéliens qui sont palestiniens. Ils sont israéliens parce que c'est sur leur carte d'identité et palestiniens parce que c'est également sur leur carte d'identité dans la case nationalité. En Israël, vous avez une citoyenneté et une nationalité qui sont distincts. Et il y a en Israël même, c'est-à-dire que s'il y a un État palestinien qui par miracle se constitue en Cisjordanie, ceux-là n'en feront pas partie et resteront israéliens. Et c'est toute l'histoire des discriminations dont ils sont. Oh là là, là c'est le combat de Mansour Kardosh, c'est exemplaire. Et Mansour Kardosh, que j'ai bien connu, hein, ça a été un ami, il a été, on peut dire, le premier résistant palestinien de sa Nazareth natale. Nazareth, c'est la première ville chrétienne du monde quand même, d'accord? Et ben lui, il Jésus était de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et lui, Mansour, il habitait rue du Puy de Marie. Et le Puy de Marie, c'est la fontaine où la Sainte Vierge venait chercher de l'eau. Voilà. Ah, c'est là. Voilà. C'est pas Donc, rien. donc ces 3 livres-là, dont je suis très fier de leur réactualisation et de leur ressortie. Et puis, le dernier livre que j'ai écrit en version originale, c'est Sexologie et mensonges, où je raconte le combat de Judith Reisman, le mien et le combat croisé de nos destinées parallèles et qui se sont croisées. J'ai publié également, mais ça n'est pas moi qui l'ai écrit, Kinsey, Rockefeller, CIA de Judith Reisman avec ma traduction. J'ai pas fait ça toute seule, mais c'est moi qui l'ai validé. Et préface et postface. Voilà. Et sinon, bah, tous mes autres livres ressortent. La main, le Voltaire est ressorti, le retournement de la Régence est ressorti, l'Inquisition. Alors, l'Inquisition et la chasse aux sorcières s'appelait à l'origine la chasse aux sorcières et l'Inquisition. Non, la chasse aux sorcières et l'Inquisition, j'ai été obligé de changer le titre parce qu'il n'y a pas eu de chasse et c'était pas des sorcières. Alors, j'ai été obligé de retitrer le livre après de cette mise à jour, Les procès en sorcellerie et l'Inquisition. Car il y avait, je crois, beaucoup de sorciers 2 fois plus. concernés. C'est ça. 2 fois plus d'hommes que de femmes. Donc, ce qu'on appelle une chasse aux sorcières. C'est la chasse aux sorciers. Et c'était pas une chasse. C'était pas une chasse. Il y avait pas des gens qui chassaient les sorciers. Non, mais voilà. Donc, procès en sorcellerie. Acheter, pour savoir plus, il faut l'acheter. Ah, faut l'acheter. Et puis, on peut faire une vidéo là sur le sujet aussi. Bien Hein. sûr. Un très bon effeuillage, en tout cas, pour donner envie de l'acheter. Non, mais quand j'ai découvert ça, j'ai dit: «Non, mais c'est dingue, c'est dingue». Je savais qu'on avait brûlé des sorciers, mais je savais pas qu'on avait brûlé 2 fois plus. Eh oui, c'est très méconnu. Hein? Hein? C'est pas mal, hein? Et qui Donc c'est il qui nous a faut découvert ça? Qui c'est qui nous a découvert ça? Un chercheur anglo-saxon. Alors moi, si j'ai découvert la guerre du pain et tout ça, c'est par l'américain Stephen Kaplan, c'est un chercheur américain qui nous a découvert tout ça. Et la réalité une des réalités de tout ce qu'on raconte d'imbécilité sur la chasse aux sorcières, c'est l'anglais Norman Cohn. Voilà. Parfois Donc les anglo-saxons ont du bon aussi, parfois. mais ceux-là, moi, je les aime. Là, Tu sais voilà. tu sais, j'ai de la famille en Angleterre, moi, j'ai des cousins, hein. Ah, il y a des cousins en Angleterre, J'ai comme des cousins anglais, j'ai des cette cousins anglais. amitié est tout à fait possible. Voilà, j'avais un Eh bah, oncle qui est parfait, donc mort, achetez Réhistoire. Réhistoire pour tous. Et Réhistoire pour tous, s'apprête également, je n'en dis pas plus pour le moment, mais à publier d'autres historiens qui vont venir, publier sous Book Édition avec la bannière, Réhistoire pour tous. Des historiens. Des historiens, alors des historiens en histoire ancienne, histoire antique ou d'histoire contemporaine, hein, Mais des courageux alors. bah oui, bah, de toute façon si les pas courageux, ils vont pas survivre, hein. Exactement. Les courageux, ils arriveront pas, ils partiront avec la chasse d'eau, hein. Il faut pas se laisser faire, hein. Là, maintenant, il faut se réveiller, hein. Faut Il se faut se réveiller. réveiller. Vous vous rendez compte? Ils ont voulu nous ils enlèvent les enfants maintenant, ils vous enlèvent vos enfants. Il y a un gilet jaune, on lui a dit: «Maintenant vous arrêtez ou on vous enlève vos enfants». Non mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? L'État qui s'immisce. C'est effroyable, c'est effroyable. Et Bas les les pattes placements l'État, abusifs. bas les Ah, pattes les l'État. pattes, ouais, les placements abusifs, effectivement, ça Les placements abusifs, à c'est l'ASE, épouvantable, c'est bien sûr. épouvantable. Moi j'ai été témoin de trucs, c'est atroce. Mmh. Mmh mh.
On refera une émission là-dessus, pourquoi pas, l'ASE en tout cas aussi, il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a Mmh. il y a beaucoup de dysfonctionnements, on va reprendre le mot à la mode, mais Mmh. dysfonctionnements, criminels parfois, voilà. Et je vous recommande de prendre contact avec Lise Philippe et avec son excellent livre sur les services sociaux, parce que si on comprend pas comment fonctionnent les services sociaux, on rate quelque chose, hein, on rate quelque chose. Et bah, elle viendra sur Tribune Libre, Lise Philippe Voilà, que je voilà. connais un petit peu par ailleurs. Ah, elle est très, très bien, elle est vraiment Exactement, très engagée et en attendant de se retrouver, on va, passer le bonjour au coq qu'on a entendu. ça va? Tout va bien apparemment, il chante beaucoup, symbole de cette France, Oui, comment oui, dire? oui, Pas très en absolument. forme, mais on ne lâche rien comme disent les gilets jaunes et puis on Oui. se retrouve bientôt. Merci Marion Sigaud Merci pour Stéphanie, voilà, merci, cette merci, émission très précieuse gentil. et on invite les gens à aller voir tout ce qui tourne autour de ces sujets, que ce soit dans les milieux aisés ou non et puis les œuvres aussi de gens qui écrivent comme Laurence Bonneux ou des gens qui tournent sur le sujet comme Pierre Barnérias. Un Voilà, grand merci, absolument. Merci, merci Stéphanie, à très vite. Au revoir. à bientôt.